Une autre grande question à laquelle nous nous affrontons, c'est quelle place faut-il donner à l'État? Quel rôle l'État va-t-il jouer dans la floraison des communs? Alors vous savez qu'un certain nombre de penseurs proposent de mettre l'État de côté. Ce n'est pas la position de l'AFD. Nous croyons que l'État a un rôle central à jouer. La reconnaissance des communs, des multiples formes d'organisation associative fondées sur des appartenances ethniques, religieuses, etc., sur des adhésions volontaires d'individus, quels que soient les ressorts de cette action collective, eh bien, questionne effectivement le modèle de l'État rationnel bureaucratique et en particulier de l'État jacobin français centralisateur pour qui il n'y a que des individus et il ne veut voir personne qui dépasse, et donc il y a un problème structurel de rapport aux autres appartenances, quelles qu'elles soient. Ce qui est demandé, c'est un État qui reconnaisse différentes formes d'appartenance, un État qui reconnaisse des logiques d'organisation du foncier et des terres et qui ne soit pas sur un monopole de la propriété privée, c'est un État qui reconnaisse la société. Le développement est un concept, une notion plutôt, je dirais, de la civilisation occidentale. Les communs, c'est réellement une notion de la culture, d'une culture qui nous permet de avoir les pieds sur les territoires, on peut dire ça, et des racines, et de faire croître les racines. On a développement, civilisation occidentale, économie de marché, État, délégation et représentation d'un côté, et le cercle, les communs, un processus de constante récréation des liens entre les gens et entre gens et ressources d'un autre côté. Mais il y a aussi des États qui ont des trajectoires radicalement différentes et il est clair qu'il y a des États en Afrique et ailleurs. Par contre, il est clair qu'ils ont une histoire, des trajectoires qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas constituées historiquement de la même façon, et le fait d'être un État postcolonial, récupérant une bureaucratie qui est une bureaucratie coloniale au service de la métropole, avec un appareil administratif qui n'a jamais été fait pour servir les citoyens, ça, effectivement, c'est un legs dans lequel sont aujourd'hui encore les États africains. La reconnaissance méta-institutionnelle que propose Oxfam, c'est-à-dire au minimum une reconnaissance par les pouvoirs publics des règles qui sortent du commun ou qui sont édictées dans le commun, doit être en fait aussi complétée par le fait que les pouvoirs publics ne peuvent pas se contenter de valider ça, ils doivent avoir une responsabilité en amont dans la liberté procédurale des acteurs pour pouvoir se mettre en mouvement et pouvoir créer les communs. Donc ça nous emmène, et c'est une conséquence, à modifier la conception et la place et le rôle des pouvoirs publics vers une administration qui est plus partenaire de la construction des communs, hein, qui va venir faciliter en amont en mettant des conditions favorables, mais qui peut aussi être un des acteurs de la construction du commun. Lorsqu'on a un État qui fonctionne à peu près, hein, ce qui est le cas de, on va dire, nos démocraties, j'ai dit à peu près, hein, je n'ai pas dit que c'est un idéal. Alors, je pense que les commoners vis-à-vis de l'État doivent avoir des attitudes organisées autour d'un certain nombre de principes. Premièrement, il faut arriver à faire en sorte, et pour moi ça fait partie du partenariat, que l'État soit le fournisseur des ressources nécessaires au développement des communs. Et quand je dis l'État doit fournir les ressources, ce n'est pas seulement les ressources financières. J'ai presque envie de dire que ce n'est pas l'aspect principal. Bon. C'est des ressources juridiques, c'est des ressources réglementaires, etc. Et en fait, il faut repenser la théorie de l'État. Est-ce que finalement, le boulot de l'État, ce ne serait pas de créer les conditions de possibilité de l'émergence des communs au sein de la société civile? Et vous voyez que là, on redonne éventuellement une mission politique, éminemment politique à l'État, mais qu'il faut penser à frais nouveaux. Enfin, une troisième dimension de l'État, c'est que l'État peut être un extenseur du commun. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent naître, comme des communs, voilà, des logiciels libres, par exemple. Et l'État peut en assurer le développement, par exemple, à travers un certain nombre de services publics, à travers l'initiation des enfants à l'école à l'utilisation de ces logiciels plutôt qu'à d'autres, etc.
Alors, simplement, l'idée d'une gouvernance sans gouvernement relèverait également de l'illusion, parce que l'État conserve une position relativement irréductible. Donc, je cite, il a une position distinctoriquement, substantiellement, dans la mesure où il dispose d'un registre d'action dont ne disposent pas d'autres acteurs. Et donc, au final, il s'agirait non pas forcément d'un affaiblissement des acteurs publics et des modalités d'action, mais plutôt d'une transformation des modes d'action. Donc, on pourrait dire en sciences politiques la régulation, l'adaptation au changement, dans la mesure où la décision est devenue le résultat d'un processus négocié. Et donc, effectivement, l'État n'est plus l'unique déterminant de l'action publique. On parle du coup de politique publique interactive. Voilà. Donc l'État devient négociateur, partenaire de systèmes polycentriques. On retrouve ici un vocabulaire utilisé dans l'école ostromienne, où il est effectivement médiateur du compromis, d'une action politique polycentrée et négociée. Mais si on fait les choses différemment, si on le fait comme le fait Seco Sesola, c'est une perte de income, de revenus de l'État, et donc c'est une perte de pouvoir de décision. Donc c'est réellement repenser l'État à partir d'une perspective des communs, c'est ça le défi, et ça veut dire s'arranger avec l'idée qu'il s'agit de cette réponse, dans cette repensée, processus de repensée d'une reconfiguration de pouvoir. On a eu, dans la table ronde qui nous a précédés, des situations dans lesquelles l'État est totalement défaillant, inexistant, au minimum, et au pire, complètement corrompu. Et donc là, je veux dire, les relations entre les communs et l'État ne peuvent pas du tout être de même nature. C'est l'État qui doit tout nous donner, c'est ça son devoir. Vu qu'ici les services publics de base sont quasi inexistants et que les politiciens font trop de promesses qui ne tiennent pas, c'est un défi constant d'encourager les gens à se mobiliser pour le bien-être de leur quartier. La source nous appartient. Ce sont nos enfants qui vont aller boire de l'eau là-bas. La durée de ce projet, ça dépend de vous et de moi. C'est pour la communauté. Hein. Et cette communauté doit collaborer pour qu'il y ait une amélioration. Mais je vous dis que j'ai 58 ans aujourd'hui. Et les ASIREP ne fonctionnent que depuis 8 ans. Donc ça veut dire que je suis en train de prendre l'eau potable seulement il y a 8 ans. Imaginez tout le temps que j'ai, donc 50 ans. 50 ans sans eau potable, c'est ça. 50 ans sans eau potable. Ça dit qu'il faut beaucoup trop de gymnastique pour en trouver. Parce que c'est votre quartier en fait. Hein. Là, vous avez grandi, exactement. Là, vous avez toujours travaillé. Là, c'est mon quartier. Pour la patrie, on parle de patriotisme. Pour le quartier, cherchez le terme. Il y a évidemment des situations dans lesquelles les commoners ne pourront exister, se développer que contre l'État. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Et donc, depuis 2014, l'État sénégalais, sous l'impulsion de la Banque mondiale, va vers la privatisation de l'eau. Autrement dit, les ASIFOR ne vont pas disparaître, mais vont être positionnés autour, n'est-ce pas, de la mobilisation sociale, de la sensibilisation, de la supervision de proximité. Mais la gestion opérationnelle va être entre les mains de 3 grands opérateurs internationaux qui vont assurer l'exploitation et la gestion de l'eau. En réalité, l'eau devient donc un bien privé soumis à une consommation rivale et l'État justifie ça par les investissements lourds que ça exige, par les exigences d'efficience, de maintenance, de professionnalisation, autour de ce fameux principe que nous connaissons tous maintenant dans nos pays, l'eau paye l'eau. Ça veut dire quoi? L'État se dessaisit de l'eau en tant que bien public et va dans une perspective de marchandisation. Avant, c'est l'office qui donnait les intrants, la semence, l'engrais, c'est l'office qui achetait le riz, c'est l'office qui fixait le prix du riz, c'est l'office qui usinait le riz et c'est l'office qui le commercialisait. Donc les producteurs étaient un tout petit peu comme des petits tracteurs, on leur demandait tout juste de produire et puis on faisait tout le reste pour eux. Déresponsabiliser en fait les communes. C'était très peu de responsabilité, on a hérité ça de la colonisation, on a continué tout droit.
Donc il y a ça on peut dire ça a été un bon côté des mesures d'ajustement structurel parce que ça a obligé les États à donner une certaine liberté aux populations pour prendre des initiatives elles-mêmes. Les ONG ont mis en place des organisations paysannes, alors que le Sexagone, c'est une émanation des producteurs. Ça a été mûri par eux, ça a été mis en place par eux. Ce n'est pas un autre service qui a interféré, ce n'est pas une ONG qui a interféré, c'est purement paysanne. Donc c'était pour la défense des intérêts des producteurs et la représentation, et en ce moment c'était mal perçu par les autorités. Donc directement on est parti à des confrontations. L'État tel quel n'existe pas. Un truc tellement complexe comme l'État, les communs et l'amour ne peut pas se définir. Et au moment où on ne peut pas y entrer d'une seule perspective. Et si on fait ça, on le tue d'une certaine manière. Donc, je crois qu'il faut parler des pouvoirs étatiques, des pouvoirs publics. Donc, il s'agit d'un constant réengagement, on peut dire ça, avec un déterminant pouvoir étatique dans un cas concret. La reconnaissance effectivement des appartenances, la reconnaissance des initiatives, la connaissance de tout ce que produit ce hors marché et hors État oblige à faire bouger la conception de l'État. Après ça, on voit qu'il y a des différences très fortes sur une logique très bottom-up où une fédération de communautés remplacerait l'État, je caricature un petit peu, ou au contraire une réaffirmation d'un État garant de l'intérêt général. Ce qui me semble, c'est que si on élargit la perspective à l'échelle mondiale, finalement, je ne suis pas sûr qu'une institution par elle-même puisse avoir le monopole de l'intérêt général ou prétendre par lui-même garantir l'intérêt général. Ni l'État parce que c'est l'État, ni les communautés d'appartenance, ni les coopératives, par définition, peuvent prétendre incarner l'intérêt général. Et on est beaucoup plus sur finalement des rapports de force, des contre-pouvoirs qui font bouger les choses et régulent les tendances à la captation des ressources, à la monopolisation des pouvoirs, etc.